Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Prendre les chamans. Aujourd'hui nous sommes reçus au Manoir des Muses pour une conférence donnée par un chaman que vous avez déjà vu peut-être sur d'autres vidéos, c'est moi. Voilà, donc je vous laisse avec moi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et un grand merci d'être là ce soir pour la conférence de Gérard Confineau sur les chamanismes. Sur le chamanisme. Et puis merci d'Amérindienne, on va rester très général. Alors un grand merci déjà à tous ceux qui viennent régulièrement, comme j'ai toujours, sans vous, dans la revue, n'hésitez pas. Et puis ceux qui sont là pour la première fois, voilà, bienvenue. Et donc il y a tout un tas d'activités qui vont avoir lieu ce mois-ci. Donc vous recevez mes mails régulièrement, donc je vais peut-être pas en parler ce soir parce qu'on va passer quelques Tu peux. Oui, et on finira le mois avec Louisa Micherelli qui va venir faire du tambour, un atelier tambour. Louisa qui va avec toi faire un atelier dimanche matin. Alors donc dimanche matin, on fait un atelier, voilà, vous avez ici la doc sur Louisa. Donc on fait un atelier de soins et de guérison au tambour. Donc venez nombreux. Si vous avez des tambours, amenez-les. Parce que nous, on n'en aura qu'une dizaine à disposition à prêter. Donc si vous avez le vôtre, venez avec votre tambour, c'est beaucoup. Mais ça ne sera pas lui ici, hein. Ce sera lui chez Francine à Blazac. Donc si vous voulez savoir, vous n'avez pas nous avis de Francine, il faut demander renseignement. Si ça vous intéresse, vous avez une fiche là pour vous inscrire. À la fin de la conférence, vous pouvez vous inscrire. Et tu fais donc des soins aussi? Et donc je fais des soins à Plazac, au même endroit, le lundi, toute la journée, soins individuels, et à Périgueux le mardi. Voilà. Pour les courageux. Très bien. Bon, écoutez, je vais laisser la place à Gérard. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, parce que voilà. tout ce qui va se passer, des petites interférences. Et puis bonne soirée, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je vais faire ce qu'elle a dit la dame, parce que c'est mieux, elle a raison. Vous faites en longtemps. Ça fout mal quand même, conférencier. Quel est son téléphone? Un bon coup de téléphone en plein milieu de la conférence. Top. C'est déjà arrivé. Oui, c'est sûr. Ok. Donc, moi, je m'appelle Gérard Confineau. Je suis l'appellation un peu pompeuse qui est marquée sur mes cartes, c'est chaman druide guérisseur. Alors, je vais vous expliquer en première partie un petit peu qui je suis, mon parcours, et puis surtout comment j'en suis arrivé là, parce que c'est important. Alors, je ne suis pas un conférencier dogmatique, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une conférence à vous balancer, et à la fin, vous avez pris des notes, et à la fin, vous levez la main pour poser des questions. Là, si vous avez une question, vous levez la main, on passe tout de suite à la réponse, parce que c'est plus une causerie qu'une conférence. Voilà. Donc moi, je m'appelle Gérard Confineau, je suis guérisseur de naissance, je suis comme Obélix, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donc, quand j'avais les copains, les copines à l'école qui se faisaient bonbons en tombant par terre, je mettais la main dessus, je savais pas pourquoi, et ça fonctionnait, ils se relevaient, on pouvait continuer à jouer. C'était ça l'intérêt, c'est qu'on pouvait continuer à jouer. Et pendant quelques années, je me suis proposé de questions. J'étais déjà chaman parce que je vivais déjà sur plusieurs plans. C'est-à-dire que moi, je voyais les fées, les lutins, tout le petit monde qu'il y a autour de nous. Et j'étais un des rares, voire même le seul de mon entourage à voir tout ce monde autour de moi. Et très très vite, il y a quelqu'un qui est venu me dire il ne faut pas en parler, parce que sinon on va croire que tu es fou et on va te mettre à l'asile. Alors le mot asile, j'avais comme ça, hein. Le mot asile déjà, ça m'avait... Alors je me suis calmé et j'ai arrêté d'en parler. Parce que avant je disais, tiens, j'ai joué avec... je me dis, putain, c'était vachement sympa. Il me regardait avec des yeux, il allumait le garçon. Hein. Et non, et j'avais pas bu d'alcool, j'avais pas fumé de joint, rien du tout. J'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans, donc je connaissais pas encore ce genre de choses à cette époque-là. Et donc j'ai arrêté d'en parler. Et puis, du coup, à force de ne pas en parler, j'ai fini par passer du cerveau gauche au cerveau droite, et j'ai arrêté de les voir pendant plusieurs années. Juste avant de ne plus rien voir, j'ai vécu une expérience qui pour moi m'a beaucoup marqué, puisque ça a été mon premier pas dans le druidisme. J'étais en vacances en Bretagne, chez des grands-oncles,
deux vieux bretons célibataires qui vivaient dans un trou paumé, il n'y avait pas un enfant à l'horizon. J'étais vraiment tout seul, donc je me faisais un peu... je m'ennuyais un peu, quoi, pour rester correct. Et donc je passais mon temps en vadrouille, et il y avait une forêt à côté, donc je passais mon temps dans la forêt. Et là, je voyais plein de choses, plein de petites bêtes, plein de lumière, plein d'êtres bizarres, et c'était sympa. Et puis un jour, je vois un vieux bonhomme qui était là, à genoux par terre, en train de gratouiller la terre. Moi, je m'approche de lui, j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, donc peur de rien. Je vais le voir, je lui dis, tu fais quoi? Et il commence à m'expliquer, voilà, je ramasse les plantes. Et puis, on a passé la journée ensemble, et il m'a montré plein de choses. Les plantes, les arbres, les traces d'animaux dans la forêt. Il m'a montré la différence entre un sanglier et un écureuil, hein, ça n'a pas la même grosseur de pattes. Enfin bon, plein de choses. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai passé une journée, c'était la plus belle journée de vacances que je passais. Et je l'ai revu tous les jours, pendant tout le restant des vacances. Et à la fin, donc il m'a appris énormément de choses, et il a été mon premier initiateur. Il m'a fait toucher du doigt tout un tas de connaissances que je découvrirai plus tard, mais que je ne connaissais pas du tout, qui pour moi étaient de la science-fiction ou du fantastique, des contes de fées ou tout ce qu'on veut, mais pas du vrai réel, quoi. Et lui, il en parlait tout à fait sérieusement, comme s'il vivait ça tout le temps. Et en fin de compte, j'ai appris à la fin des vacances qu'il était druide, et c'est avec lui que j'ai fait ma première initiation, parce qu'il m'a initié à la fin en tant que marcassin. Donc ma toute première initiation druidique, j'avais 7 ou 8 ans, j'ai oublié un peu la date, mais voilà, c'était mon premier contact avec le druidisme. Après, je suis rentré à Paris, puisque j'habitais Paris à l'époque, et ça va changer. Ça change un peu, ouais, tout à fait. Alors à Paris aussi, il y a des petits êtres, hein. Oui, mais comme il ne faut pas en parler, parce que sinon on vous met à l'asile, j'ai arrêté, j'ai fini par arrêter de les voir. Et ouais. Et puis je suis passé à autre chose. Quelques années se sont passées, et je devais avoir 14 ans dans ces eaux-là. Alors avec tout un passé, tout un vécu, alors je vais pas vous raconter ma vie ce soir, parce que sinon c'est Zola, mélangé à Hugo dans Les Misérables, mélangé à Balzac, mélangé à La Mélodie du Bonheur, enfin Oliver Twist, enfin bon, c'est un gros mélange, donc avec des périodes heureuses et puis des périodes un peu difficiles, mais qui m'ont forgé le caractère quand même, et qui m'ont donné mon indépendance, le caractère de cochon que j'ai aujourd'hui, et qui ont fait de moi ce que je suis. Donc, à 14 ans, un bouquin m'est tombé dans les mains. 2 bouquins me sont tombés dans les mains. Le premier, c'était « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous connaissent. Okay. Et le deuxième, c'était un bouquin qui a été écrit par la pseudo-réincarnation d'un lama tibétain qui s'appelait Telosbor Ampa, et qui a écrit un bouquin qui s'appelait Le Troisième œil. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît Le Troisième œil? Ouais, ah bah c'est bien, okay, je ne suis pas le seul alors. Et je suis tombé là-dedans en découvrant vraiment un truc de fou, quoi. J'ai fait les exercices et j'ai essayé, et j'ai commencé à m'intéresser réellement, consciemment, au paranormal. Alors le paranormal, pour moi, c'était pas de la magie. Le paranormal, c'était la télépathie, la télékinésie, enfin toutes les sciences dites occultes, mais qui n'ont rien à voir avec la magie. La magie, c'était Walt Disney, c'était Merlin l'Enchanteur, c'était les Chevaliers de la Table Ronde, qui ont nourri toute mon enfance, puisque j'ai toujours été un amoureux des Chevaliers de la Table Ronde, et mon personnage préféré, devinez qui c'était? Gagné! Une bonne réponse. Ouais, c'était Merlin l'Enchanteur. C'est pour ça que quand on m'a demandé de trouver un nom initiatique dans le druidisme, Merlin m'est venu tout de suite, et ça s'est transformé en Myrdine, qui est le vrai nom de Merlin. Myrdine ou Myrzine, ça dépend si vous êtes gallois ou... Voilà. Donc moi c'est Myrdine avec 2 D, qui veut dire Merlin. Merlin l'Enchanteur, c'est moi. Vous avez la chance ce soir d'être avec Merlin l'Enchanteur. Alors attention de ne pas vous transformer en grenouille ou en crapaud, parce qu'après il va falloir trouver le prince ou la princesse pour vous faire un bisou sur la bouche, pour vous retransformer en vrai. Hein. Donc on va rester chacun à sa place. Et donc je suis tombé dans ces 2 bouquins,
et qui ont complètement transformé ma vie. Parce que j'ai commencé à me poser des questions et à chercher des explications. Je mettais, même si je ne voyais plus les petits êtres, je mettais toujours les mains sur les copains et les copines, et ça fonctionnait toujours. Et donc, j'ai voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passait quand je mettais les mains sur quelqu'un et que ça le soignait, que ça le guérissait. Et j'ai commencé à potasser des bouquins, et comme par hasard, j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont enseigné un certain nombre de choses. C'est ce qu'on appelle la loi de synchronicité. Quand on commence vraiment à s'intéresser à quelque chose, quand on est attentif à un certain nombre de choses, eh ben, on croise les bonnes personnes. Bizarre quand même. Hein. Et j'ai croisé des bonnes personnes. J'ai croisé des sorcières, des vraies, hein, pas la fée Carabosse de Blanche-Neige, des vraies sorcières, comme les sorcières du Périgord, il y en a, du Berry, la sorcière, c'est-à-dire la femme qui fait des potions, qui n'est pas forcément méchante, parce qu'on veut toujours nous faire passer l'idée que la sorcière elle est méchante. C'est pas vrai, c'est une idée reçue, de très gentilles sorcières, et moi j'en connais beaucoup. J'ai rencontré des guérisseurs, mon chemin a été croisé par plein de gens qui m'ont apporté tout un tas d'enseignements. Et puis j'étais vraiment lancé à fond là-dedans, et puis il y a eu une coupure, une cassure, je suis parti à l'armée pendant 3 ans et demi, et c'était un autre monde. Alors là, il ne fallait pas parler ni de fées, ni de rien, il ne fallait pas être fusil et de choses très agréables, très sympathiques. Et ça a duré donc 3 ans et demi. Mais quand je suis sorti, j'ai commencé à me replonger dans tout ça. Et j'ai commencé à fréquenter un certain nombre de cercles. Alors j'ai fréquenté des francs-maçons, j'ai fréquenté des templiers, j'ai fréquenté des rosicruciens, j'ai fréquenté des alchimistes, enfin bref, j'ai fréquenté tout ce qui peut exister sur Paris, dans tous les domaines ésotériques. Et j'ai à chaque fois suivi des cursus au maximum, puisqu'en franc-maçonnerie, je suis monté dans les plus hauts niveaux. Chez les Templiers, j'ai fini commandeur d'un chapitre templier. Enfin, j'ai été à chaque fois au plus loin possible pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Parce qu'à chaque fois, je me posais une question. Pourquoi est-ce que je change tout le temps de pratique pour découvrir quelque chose de nouveau? Parce qu'à chaque fois, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Ce n'était pas complet. Aucun des enseignements que j'ai pu recevoir n'était complet. Même les enseignements de soins. J'ai fait du massage, j'ai fait du shiatsu, j'ai fait plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais à chaque fois je sentais qu'il manquait quelque chose, c'était pas complet. Ça apportait beaucoup de choses, donc je pouvais faire des soins plus élaborés que les soins que je faisais quand j'étais jeune, mettre la main, point barre. J'ai appris la cristallothérapie, et maintenant j'utilise tous ces outils-là. Mais j'avais toujours ce besoin de trouver autre chose, de trouver la vérité. J'étais en quête de la vérité. Ça vous arrive aussi d'être en quête de la vérité? Moi je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Bref, ce cursus s'est élaboré, il a grandi, jusqu'à un jour fatidique, où j'ai pris un autostoppeur. Il pleuvait, et ça faisait 5 minutes qu'il était dans ma voiture. Il sort un calibre, il me braque, il me dit tu te mets sur le côté, tu descends de ta voiture, tu laisses ton portefeuille, ton téléphone, tes clés de voiture et tu dégages. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas joué les calibres, je lui ai donné tout ce qu'il voulait, et je suis parti. Et il est parti avec ma voiture. Et je suis resté là, au milieu de la forêt, comme un con, sous la pluie. J'avais même pas ma veste, puisqu'il avait gardé tout ce qu'il y avait dans la voiture, quoi. Et là, je me suis engueulé avec Dieu. Vous est déjà arrivé de vous engueuler avec Dieu? Moi, je me suis engueulé avec Dieu. Et je l'ai traité de tous les noms. Mais ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Ça fait des années que je travaille pour toi, que j'aide les autres, que je suis au service. Et c'est comme ça que tu me récompenses? En me mettant des soucis, des problèmes que je ne peux pas gérer? Tu te fous de moi, quoi. Moi, je ne parle plus avec toi. Et je me suis engueulé avec Dieu. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du stop, j'ai été porter plainte, enfin, la totale. Et puis, j'ai développé une éruption de boutons. Je ne l'ai pas supporté. Ça a été un choc, un traumatisme. Je ne l'ai pas supporté. J'étais couvert des pieds à la tête de boutons. Ça a duré 3 semaines. C'était monstrueux.
Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis soigné quand même, hein. Et puis c'est parti. C'est parti, et puis le temps a passé un peu, et un matin, je me réveille avec une idée. Il faut que tu ailles à Compostelle. Compostelle, je ne sais même pas ce que c'était. Ah si, j'avais entendu parler, la cathédrale, le pèlerinage, mais c'est tout, ça s'est arrêté là, quoi. Cette idée fixe, là, il faut que tu ailles à Compostelle. Donc, okay, j'ai pris la décision, je pars à Compostelle. J'avais un stage que j'organisais pour le solstice d'été en 2001, à Vézelay, donc j'avais tout un groupe, et donc j'avais préparé mon sac, et à la fin, quand le groupe s'est dissous, ils sont tous partis chez eux, et moi j'ai pris mon sac, et je suis parti sur les chemins de Compostelle. C'est là que ça a commencé, l'aventure. Vous avez vu l'athlète que je suis, bel homme, vachement entraîné physiquement. Je crois que la dernière marche que j'avais faite, c'est quand j'étais à l'armée. Donc j'ai terminé l'armée en 73, et là je vous parle de 2001. Donc non, j'ai commencé l'armée en 73, j'ai fini en 76, et là je vous parle de 2001. Donc dans toute cette période-là, je n'ai pas fait de sport, parce que ça m'intéresse pas le sport. Donc j'étais très très entraîné physiquement pour faire des longues marches comme ça. Et là ça a commencé, la souffrance. Alors déjà je m'étais programmé au départ, parce que je me suis dit, bon, avec tout l'entraînement que tu n'as pas, il y avait quand même doucement, on va faire une petite étape, 10-15 km, pas plus. Alors comme j'étais un vrai randonneur, j'avais bien organisé mon sac, il faisait 23 kilos. Il y a des gens qui marchent parmi nous. 23 kilos. Pour un mec pas entraîné. Bien. Et en plus de ça, comble de bonheur, il pleuvait. Mais des seaux. C'était pas une petite brume, c'était des seaux. Et donc j'avais une magnifique carte, parce qu'à l'époque, quand je suis parti, moi je suis parti de Vézelay pour rejoindre le Puy, pour prendre la route du Puy jusqu'à Compostelle. La route de Vézelay au Puy, elle n'existait pas. Il n'y avait aucun topo guide qui vous y emmenait. Donc c'était à la carte, à la boussole. Il pleuvait. Et la carte, elle est en papier. Voilà. Et comme je suis un grand randonneur expérimenté, je ne l'avais pas fait plastifier. Donc au bout d'une heure, la carte, je ne vous raconte pas la carte, dans quel état elle était. Vous ne pouvez plus rien lire dessus, c'était fini, terminé. Et donc ma petite étape d'entraînement de 10-15 km s'est transformée en une étape de 32 km pour réussir à ne pas arriver à l'endroit où je voulais aller. Donc c'était quand même pas mal. En plus de ça, signe du destin, j'avais une montre avec un magnifique bracelet en cuir, que je croyais que c'était du cuir. En fin de compte, c'était du carton, avec un espèce de sky par-dessus, quoi. Et bien sûr, avec la pluie qu'il y a eu, qui n'a pas résisté. Donc la montre, elle est partie, j'ai rien senti. Donc je démarrais le premier jour, une petite étape de 32 km, j'arrivais pas au point où je voulais aller, j'avais plus de carte, j'étais trempé de la tête aux pieds, j'avais les pieds comme ça dans mes chaussures et rouges de sang, j'avais plus de montre, enfin bref, ça commençait très 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 fort. Et j'avais pas de gîte non plus, puisque j'avais raté l'endroit où il y avait le gîte, donc il a fallu que je me démerde. Alors comme j'étais un mec prévoyant, j'avais pris une petite tente, vous savez, les petites tentes d'une personne, ça fait quand même 1,5 kg, hein. Ah, ça fait lourd 1,5 kg. Donc je dresse ma petite tente, et comme je ne suis pas un campeur, j'ai mis une bonne heure et demie pour monter ma petite tente. Il y a 2 piquets, et j'ai mis une bonne heure et demie, quoi. J'aurais peut-être dû essayer de la monter avant pour voir à quoi ça ressemblait. Mais non, elle était toute neuve, là, donc j'étais bien, j'étais content. Donc c'était riche en expérience. J'ai passé une nuit, je ne vous raconte pas, monstrueuse. Là, j'ai pas vu ni de fée, ni d'elfe, rien. J'ai retiré mes pompes. Les chaussettes étaient rouges, mais rouges de sang. Et j'étais au bord d'une petite rivière. J'ai mis mes pieds dans l'eau, ça m'a fait du bien. Oh, qu'est-ce que j'étais heureux. Le lendemain matin, quand j'ai voulu remettre mes chaussures, impossible de remettre les chaussures. J'ai mis une bonne heure par pied pour réussir à rentrer mon pied à l'intérieur. Et après, une fois que j'ai attaché mes lacets, je me suis mis péniblement debout.
ça donnait quelque chose comme ça. Bobo. Bon, au bout de 1, 2, 3 kilomètres, ça y est, ça avait chauffé, c'est parti, roule. Et ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Enfin, ça n'a pas duré comme ça pendant 3 semaines. J'ai souffert pendant 3 semaines, mais un peu moins chaque jour. J'ai découvert des muscles, je ne savais même pas que je les avais. On me les avait peut-être mis là avant que je parte, j'étais même pas au courant. Et il faisait mal, hein. Mais progressivement, ça allait. Mon corps commençait à se remuscler, à prendre l'habitude. Et puis aussi, mon sac était passé de 23 kg à 11 kg. C'était quand même beaucoup mieux, quoi. 11 kg, ça allait, quoi. J'avais tout viré, tous les trucs indispensables dont je ne pouvais pas me passer, j'avais tout viré. Les chaussures de marche, vous avez vu combien ça pèse, les godasses de marche? C'est monstrueux, ce truc. Donc j'ai terminé avec des petites chaussures que j'avais prises pour les étapes. J'ai fait tout le pèlerinage avec. Donc j'ai fait 2383 km avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures de marche. Des petites chaussures en une espèce entre basket et mocassin. Et bien elles ont tenu le coup, hein, et j'ai pas eu mal au pied dedans. Après cette expérience de 3 semaines, j'ai plus mal. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus mal? Eh bien on pense à autre chose. Et là, quand on pense à autre chose, ben, les 3 semaines qu'on suivit, ça a été ressasser tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie. Comme tout le monde l'aurait fait, j'ai pris tous les problèmes auxquels je pensais, qui venaient me perturber. Le problème, c'est pas un problème, c'est bien. Au bout de 3 semaines, ou 15 jours, je ne sais plus combien de temps ça a duré, vous avez fait le tour des problèmes. Il n'y en a plus à voir. On peut passer à autre chose. Et là commence réellement le pèlerinage. Vous commencez à vous intéresser à la nature, à ce qui se passe autour de vous, aux ressentis des choses, aux vibrations que vous ressentez. Et puis vous commencez à percevoir l'énergie des arbres, chose que avant vous étiez trop bloqué dans votre cervelle pour le voir, pour le sentir. Là, je commençais à recommuniquer avec les arbres, parce que je communique avec les arbres depuis tout le temps. Communiquer avec les animaux, communiquer avec les rochers, et prendre le temps, m'arrêter, regarder une fleur pousser. Vous avez déjà regardé une fleur pousser? C'est magnifique. Un champignon, oui, bah, bien sûr, oui. Vous avez le droit de parler à voix haute, hein, vous n'allez pas prendre un coup de bâton, pas de problème. Et donc, du coup, comme j'étais attentif à tout ce qui se passait autour de moi, j'ai vécu plein d'aventures. Et j'ai fait des rencontres, des vraies rencontres. J'ai rencontré des gens comme vous et moi, qui étaient aussi sur le chemin, avec leur expérience du chemin qui n'était pas la même que la mienne. Et puis, comme par hasard, j'ai commencé aussi à croiser d'autres guérisseurs, d'autres chamans. J'ai commencé à rencontrer des prêtres, des druides, enfin plein de monde. Et on a eu des débats parfois houleux, mais passionnants. Et j'ai appris plein de choses. Et pendant 4 mois, parce que mon trajet a duré, après ma souffrance, mon trajet a duré 4 mois, j'ai vécu que des aventures et que des expériences extraordinaires, avec des rencontres extraordinaires. Je suis arrivé en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Hola, ¿qué tal? Si, no. Voilà, on a fait le tour. Et ben, j'ai traversé toute l'Espagne, je parlais avec les gens, et c'était génial, et on se comprenait. Eux, ils me parlaient en espagnol, moi je leur répondais en français. Pas qu'en espagnol d'ailleurs, parce que les gens que je rencontrais sur le chemin venaient du monde entier. Donc il y avait des Anglais, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Suisses, il y avait des Italiens, il y avait tout ce qu'on voulait. Et quand on se retrouvait le soir à l'étape, au gîte, il y avait des grandes tables immenses, des fois on était 30 à table, à parler dans toutes les langues, et tout le monde se comprenait. C'est magique quand même. Ça a donc duré, 4 mois. Et à la fin des 4 mois, j'ai été jusqu'à Compostelle, j'ai été 3 jours après Compostelle à Fisterra. Fisterra, ça veut dire la fin de la Terre. Fin de la Terre, pourquoi? Parce que c'est le point le plus éloigné à l'ouest, en direction des Amériques. Certains disent que c'est aussi la porte de l'Atlantide, mais ça n'engage
que, mais bon, pourquoi pas. Bref, c'est le point vraiment le plus à l'ouest. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur tous les pèlerinages sont tournés vers l'est, vers la lumière. Sauf un, Compostelle, qui lui est tourné vers l'ouest, donc vers le côté sombre. Donc faire le pèlerinage de Compostelle, c'est aller dans sa sombritude de façon à rencontrer son propre gardien du seuil. Et quand vous avez touché votre gardien du seuil du doigt, vous avez compris un certain nombre de choses. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans ma vie, il y a un avant et un après Compostelle. Pourquoi est-ce qu'il y a un avant et un après Compostelle? Pourquoi il y a un avant, on s'en fout, mais l'après Compostelle, ça change complètement la vision qu'on peut avoir du monde. Je vais vous donner un exemple. Au mois de septembre, en 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé en 2001? Allez-y, parlez, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Les tours. Ok. Ben moi j'étais en Espagne quand il y a eu le 11 septembre et on avait posé nos sacs au gîte et puis avec les copains que j'avais retrouvés le soir, on décide d'aller boire un verre. Donc on va boire un verre dans un bar. Il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a pas un bar sans une télé. Ça n'existe pas. Un bar sans télé, des fois il y a même 2 télés. Là donc on rentre dans un bar et il y avait la scène des gens qui se jettent du haut de la tour. Vous vous en souvenez de ça? Cette scène-là, est-ce que vous l'avez déjà vue dans un film? Moi je l'ai vue dans un film, c'était la tour infernale. Et donc quand je rentre dans le bar, je regarde ça à la télé, alors bien sûr c'est en espagnol, hein. Donc je regarde ça, je dis tiens il passe la tour infernale. Et puis comme ça passait en boucle, je me suis dit non c'est pas le film ça, il y a quelque chose quoi. Donc il y en a un qui baragouinait un peu l'espagnol, il a demandé qu'est-ce qui se passe, on lui a expliqué, ça a été la panique, chacun a couru pour trouver un... Pardon. Chacun a couru pour trouver un internet, pour contacter chez eux, ça, parce qu'il y avait des Anglais, il y avait des Américains, il y avait tout dans les groupes. Hein. Pour savoir si tout allait bien, s'il n'y avait pas de mort, si tout allait bien. Mais le lendemain matin, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a repris nos sacs, on est reparti sur la route. Donc nous, on n'a pas été baignés pendant, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais toutes ces images chocs qu'on vous a passées à la télé, parce que moi je ne les ai pas vues, donc c'est qu'on vous a passé à la télé, et on vous a nourri avec ça, et on a nourri cette humeur, et on a nourri cette haine, et cette inquiétude. Nous, on est passé à travers ça. On n'a pas du tout été touché par ça. Parce que le lendemain, on était sur la route et on marchait. Et on y a complètement, on a complètement pensé à autre chose, quoi, c'était fini. Et pourquoi je dis qu'il y a un après Compostelle? Parce que quand je suis revenu, alors je suis revenu tranquillement. J'ai mis 3 semaines pour rentrer, un petit peu à pied, en marchant, un petit peu en stop et un petit peu en train. J'ai mis 3 semaines. Mais je suis rentré tranquillement parce que je ne voulais pas me précipiter. Tout le monde avait pris ou l'avion ou le train pour rentrer. J'ai été piano. Surtout, j'avais vécu à la fin un événement fondamental qui est la mort. Vous savez, dans tout système initiatique, ça passe par la mort. La mort et la renaissance. Donc la tradition méconnue, celle-là, veut que le pèlerin qui arrive à Compostelle va jusqu'à Fisterra et là allume un feu et brûle ses vêtements, les vêtements qu'il a sur lui, pour signifier la mort du vieil homme. Et il s'habille avec des vêtements qu'il n'a jamais mis pendant tout le trajet qu'il a fait. Donc moi j'avais au fond de mon sac une paire de chaussettes, un slip, un t-shirt, un pantalon. C'était au fond de mon sac et ça n'avait pas bougé. C'était bien emballé dans un sac plastique pour éviter que ça se salisse. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé à Fisterra, qu'on a allumé notre feu, alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà été à Fisterra. Oui, non. Fisterra, c'est le désert. Et on peut plus allumer le feu maintenant. Ben, de toute façon, ouais, mais normalement, on ne peut pas en allumer parce qu'il n'y a pas de bois. C'est-à-dire que nous, on a posé nos sacs, on est reparti 2 km en arrière, et on a ramassé du bois, et on est venu derrière le on s'appelle le phare, parce que c'est derrière le phare qu'on a allumé le feu.
Mais on n'en a plus le droit apparemment. Non, on n'a plus le droit. Bon, bah, c'est bien triste. Hein. Mais de toute façon, dès qu'on fait des choses un peu bien et un peu importantes pour nous, on nous les retire, donc on n'a plus le droit de rien faire. Et donc la tradition veut donc qu'on brûle ces vêtements pour signifier la mort du vieil homme et la renaissance du nouvel homme avec ces nouveaux vêtements qu'on n'a jamais portés pendant tout le trajet. Et comme par hasard, au moment, alors nous on était 3 autour du feu à brûler nos vêtements, et au moment où on était en train de retirer nos slips, on entend derrière nous, clac, 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 on se retourne, il y avait un quart d'Allemands qui était arrivé, ils étaient là en train de nous prendre en photo autour du feu à poil, quoi. Bon, donc j'ai mes jolies fesses qui sont dans les albums de famille de tout un quart d'Allemand. C'est le début de la célébrité quand même. Hein. Et donc, je me suis rhabillé et je suis rentré tranquillement, sans me presser, et j'ai mis 3 semaines pour rentrer. Pourquoi je dis qu'il y a un après Compostelle? Parce qu'on parle toujours du voyage à Compostelle, personne ne parle jamais du retour. Le retour, c'est très dur. Se replonger, parce que vous êtes complètement déconnecté. Vous vivez vraiment sur une autre planète. Et vous êtes obligé de revenir à la vie normale. Et c'est très dur. Moi, j'ai mis 3 mois à me réhabituer. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez moi, avec mon sac, que j'ai posé mon sac, je ne savais plus où j'étais. Je ne comprenais rien. Je voyais tout le monde qui courait dans tous les sens, les gens qui parlaient vite, les gens qui regardaient tout le temps leur montre. Moi, j'avais toujours pas de montre, hein, j'en avais pas racheté une en chemin. Et se reconnecter à cette vie, c'est très très difficile, c'est très éprouvant. Certains passent par une phase de déprime. Moi, j'ai eu la chance de passer à travers, parce que je ne suis pas quelqu'un de dépressif, mais absolument pas. Donc, ça s'est fait. Mais c'est quand même vachement difficile. Alors après, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais refaire comme je faisais avant? Alors moi, oui, j'ai fait ce que je faisais avant, puisque j'étais guérisseur, j'avais mon cabinet, j'avais fermé pendant ce temps-là pour pouvoir faire le voyage de Compostelle. Et donc, c'était évident que j'allais refaire mes activités, parce que ça, c'est mon choix et ma vie. Mais j'imagine le pauvre gars qui travaille dans un bureau, ou à l'usine, ou la femme de ménage qui a fait Compostelle, parce que j'en ai rencontré, qui l'ont fait. Aller se replonger dans ces seaux, dans ces serpillères, après avoir vécu un truc comme ça, c'est quand même pas simple. Il y a un après Compostelle, parce que ça change complètement la vision du monde. Le constat principal que j'ai fait, c'est que j'étais parti pendant 5 mois au total, et bien le monde avait continué à tourner sans moi. C'est quand même incroyable ça. Le monde avait continué à tourner sans moi. Je suis pourtant quelqu'un d'important. Non? Eh bien, s'il avait continué à tourner sans moi, donc il n'a pas besoin de moi. Okay. Ben, c'est important, hein, parce que ça remet quand même les choses dans le contexte, et là, l'ego, il s'en prend une grosse baffe. Hein. Et c'est vrai que depuis que je suis revenu de Compostelle, ma manière de travailler a changé. Déjà, j'ai rencontré réellement le chamanisme à ce moment-là, parce que plusieurs fois j'ai eu des occasions dans mes différents cursus de suivre des cursus chamaniques, mais c'était avec des Mongols, avec des Amérindiens, avec des Péruviens, et j'avais pas envie de ça. Moi je voulais rester dans ma culture. Moi je suis druide depuis plus de 40 ans maintenant. C'est ma voix, c'est ma culture, c'est mon panthéon de dieux et de déesses. Je n'avais pas envie de travailler avec une culture qui n'était pas la mienne. Et donc, je ne rencontrais pas de chaman celte, ça n'existait pas. Et puis, après Compostelle, j'en ai rencontré un, chaman celte. Et quand on a discuté, et qu'il m'a dit qu'il était chaman celte, j'ai dit, ok, avec toi, je vais travailler. Et j'ai fait mon cursus de 3 ans avec lui. C'est long, 3 ans. C'est court, 3 ans. Mais en fin de compte, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes tous chamans. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous chamans. On n'apprend pas à devenir chaman. Personne n'apprend à devenir chaman. Ceux qui vous vendent des stages du style 3 week-ends et vous êtes chaman, c'est du pipeau.
apprendre le chamanisme, c'est long, ça prend au moins 3 ans, et de toute façon, vous apprenez rien. Vous réactualisez des mémoires qui sont déjà en vous. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant les 3 ans que j'ai suivi cette formation. À chaque fois que le chaman il ouvrait la bouche pour nous apprendre quelque chose, ah oui, ok, d'accord, je comprends maintenant. Ouais, ok. Ça me reconnectait à chaque fois avec quelque chose que je connaissais. Oui, mais si tu ne les fais pas, ces stages, comment tu veux réactualiser? Enfin, il y a d'autres Il y a d'autres moyens. Il y en a qui reçoivent un enseignement on va dire onirique par les rêves, où ils sont contactés par des anciens et qui leur disent « Hé, coucou bonhomme, rappelle-toi que t'es chaman. » Ah oui. Bon, bah, moi, je n'ai pas eu cette chance-là, j'étais obligé de suivre ce stage de formation. Et à chaque fois que le chaman disait quelque chose, ah ouais, ça je connais ça. Ah, c'est pour ça que je fais ça. Ah, ok, d'accord. Ah oui, lui, il fait comme ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais fait plutôt comme ça. Et vous réactivez des mémoires, parce que vous êtes déjà tous chaman. Simplement, vous ne savez pas tous. C'est tout. Et donc, le chamanisme est rentré de plein pied dans ma vie à ce moment-là. Et ça a aussi complètement transformé toutes mes méthodes de travail. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand je fais un soin, quand les gens viennent frapper à ma porte ou prennent un rendez-vous, en vérité, je ne sais absolument pas à quelle sauce je vais les manger. Parce que j'ai appris tellement de choses dans toute ma vie, j'ai tellement de moyens d'action pour soigner les gens, que je ne sais pas à l'avance ce que je vais leur faire. Je ne suis pas un mono-soin. Moi, je connais des maîtres Reiki, ils sont maîtres Reiki, et eux, c'est le Reiki, point barre. Et si c'est pas du Reiki, il n'y a rien qui existe. Moi, non. Moi, je vais vous faire selon ce que je vais ressentir et selon ce dont vous avez besoin. Alors, il va y avoir un peu de chamanisme, un peu de cristallothérapie, un peu de magnétisme, un peu de relaxation. Il va y avoir, je sais pas ce qu'il va y avoir, je ne sais pas ce que je vais vous faire pendant mes soins. Ça va vraiment dépendre de vous, de comment vous réagissez, de ce que vous avez besoin, de ce qui va vous aider ou de ce qui ne va pas vous aider. Donc voilà, je ne peux pas vous dire, car on va faire quelque chose de précis. Vous venez me voir parce que vous avez mal à l'épaule, et en fin de compte, je ne vais pas travailler du tout sur l'épaule, mais je vais travailler sur la hanche droite, parce que votre mal de l'épaule, c'est à cause de la hanche droite qui s'est développée. Mais ça, vous ne le savez pas. Tu le ressens quand tu vois la personne, tu as des visions, tu as des sensations. Quand je touche les gens, j'ai des flashs. Des flashs. J'ai des flashs et donc ça m'aide. Et en plus, j'ai mes guides qui me disent il faut que tu fasses ce genre de choses avec lui. Quand je travaille au tambour, souvent je suis en transe. Donc je ne sais même pas ce que je fais. C'est pas moi qui fais. Donc je suis là avec mon tambour. Je suis là avec mon tambour. Et puis, je me mets en condition. Et au bout de 5 minutes, je ne suis plus là. C'est plus moi qui tape sur le tambour. Et je vais commencer à vous faire un soin. Et à la fin, c'est vous qui allez me dire ce que je vous ai fait, parce que j'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas moi qui ai bossé, je sais pas qui a bossé, mais c'est pas moi. Mais ça, c'est vraiment spécifique quand j'utilise le tambour. Sinon, si je vous fais un massage, le fait de mettre mes mains sur votre peau, ça va déclencher des séries de flashs qui vont me dire dans quelle zone il faut que je travaille, quelle est l'émotion qui va monter. Moi, je fais parler beaucoup de gens aussi. Je fais parler beaucoup les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes en séance avec moi, c'est pas le silence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte, partagez-le. Parce que c'est plus simple si vous le partagez. D'abord parce que je l'entends. Même si je le ressens, c'est mieux que je l'entende. Donc dites-le. J'ai froid, j'ai peur, j'ai envie de ceci, j'ai envie de pleurer, je pleure. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez rire, vous pouvez vous rouler sur la table. Il n'y a aucun problème. Avec moi, il n'y a rien qui peut vous surprendre aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux pas vous dire comment je vais vous soigner. Mais ce que je sais, c'est que je vais vous soigner. Parce que je vais trouver ce dont vous avez besoin. Et comme j'ai énormément d'armes à ma disposition, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Si vous venez me voir plusieurs fois de suite, ben, je ne vous ferai pas forcément les mêmes choses.
parce que bah, vous avez évolué. Ça a plus ou moins marché ce que je vous ai fait la fois d'avant. Donc là, vous allez avoir besoin d'autre chose. Ou peut-être un complément de la même chose. Ok, donc j'en sais rien. Et ça se fait tout seul. Voilà, ça c'était un peu pour le parcours. Alors, un peu d'eau. Dur de parler, bon. Ouais. Je parle plus pour l'instant. Voilà, je vais faire un peu de temps. C'est bien, ça fait temps. J'essaie de parler. Qui c'est qui est venu à mon atelier tambour au mois de février? Qui est venu? Une personne, c'est tout? Francine. Et Francine, oui. C'était là aussi. Ok, d'accord. Donc, pour les plus courageux, s'il y a vraiment des courageux parmi vous, demain, je le refais à Périgueux, l'atelier tambour. Donc, c'est un voyage chamanique, recherche de l'animal totem. Si ça vous intéresse, il y a une feuille où vous pouvez vous inscrire, il y a l'adresse décrite dessus, il n'y a pas de problème, ça sera avec grand plaisir. Si vous avez envie de recevoir un soin individuel, lundi, je fais des soins individuels à Plazac. C'est ça, Plazac? Ouais, Plazac. Oui, non. Et mardi, je fais des soins individuels à Périgueux. Là, c'est pareil. Par contre, là, il faut vous inscrire parce que je ne peux pas prendre 2 personnes à la fois. Donc c'est une personne à la fois. Soins individuels. Et si le tambour est quelque chose qui vous intéresse, dimanche matin, chez Francine, on fait un cercle de tambour et de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de tambour et de guérison? C'est un cercle. Pour un cercle de tambour, c'est mieux quand même. C'est un cercle où chacun a un tambour et chacun va jouer du tambour. Il y en a un du groupe qui va être au milieu et qui va vivre une guérison. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout maintenant, qui va vivre une guérison. Une fois que c'est fait, il revient dans le cercle, il prend un tambour et c'est quelqu'un d'autre qui passe. Et chacun passe à tour de rôle. Ça dure, ça dépend du nombre qu'on est, mais je vous garantis que quand vous avez 20 tambours qui tapent autour de vous, ça booste bien, ça nettoie bien et ça guérit bien. Donc c'est une expérience que je vous conseille de tenter. Ça va vous prendre entre 2 et 3 heures dimanche matin, mais c'est quelque chose qui vaut le coup d'être fait. L'eau, c'est la vie, et c'est pas de l'eau de vie. Alors, quels sont les outils qu'on utilise chez les chamans celtes? Alors, il faut savoir que dans le monde celtique, déjà tout marche par 3. Pourquoi par 3? C'est une bonne question. Les chrétiens vous diraient parce que c'est la Trinité. Je ne sais pas vous dire pourquoi par 3, mais tout fonctionne par 3. On a ce qu'on appelle nous des triades. Donc les triades, ce sont des petits poèmes philosophiques, mais qui fonctionnent sur 3. Chaque fois, c'est 3 rimes, 3 rimes, 3 rimes. Toutes les connaissances qu'on donne sont toujours par 3. Et donc, dans la cosmogonie druidique, il y a 3 mondes. Il y a le monde de Wenwed, le monde d'Abred et le monde de Kegant. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, si vraiment ça vous intéresse, il y a plein de bouquins qui vont vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, et gardez ça à l'esprit, parce qu'on va revenir sur ces coordonnées-là. C'est Wenwed, Abred, Kegant. C'est les 3 mondes celtes. Un des grands symboles que nous, druides, on utilise, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le triban. Le triban, c'est un trait, un trait, un trait. Je ne sais pas si j'en ai pas un. Celui-là, on le voit peut-être mieux, celui-là. 3 traits. Quand on regarde ces 3 traits, ça vous évoque quoi? En vérité, c'est un triangle. C'est un triangle dont on a retiré la base et dont on a retiré le sommet. Pourquoi? Parce que le sommet et la base sont des enseignements cachés qu'on ne peut pas donner aux profanes. Donc on ne laisse voir que les 3 branches du triban, qui sont en fin de compte
la force, l'amour et la sagesse. Voilà. C'est la force, l'amour et la sagesse. La force, c'est le côté yang, le côté masculin. La sagesse, c'est le côté yin. Et l'amour, c'est le centre. Parce que c'est ce qui va nous gouverner. Et dans l'enseignement qu'on reçoit, on parle des 3 boucliers celtiques. Alors, les 3 boucliers celtiques, c'est des boucliers qui vont vous servir de protection. On a donc 3 boucliers. On a le bouclier de force, comme par hasard. Donc on retombe par rapport au triangle. Donc je vous rappelle, il y avait force, sagesse, amour. Les 3 mondes, Winwed, Abred, Kegant. Et là, les 3 boucliers. Premier bouclier, c'est le bouclier de force. Deuxième bouclier, c'est le bouclier du cœur. Troisième bouclier, c'est le bouclier de la conscience. Bouclier 1, bouclier de force, qui englobe le premier, deuxième, troisième chakra, qui tourne pour les hommes dans le sens lunaire et pour les femmes dans le sens solaire. Tout le monde suit, solaire, lunaire? Non. Solaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Lunaire, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, le bouclier 1, bouclier de force, tourne pour les hommes du côté lunaire et pour les femmes du côté solaire. Il englobe les 3 chakras du bas, donc les 3 chakras racines. Ce bouclier de force est un bouclier important. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va vous donner la force de vous protéger et de faire tout ce que vous avez besoin de faire. Beaucoup de gens ne travaillent pas sur ce bouclier et donc du coup se sentent timides, affaiblis, pas sûrs d'eux, manquant de courage, manquant de force. Parce qu'il faut travailler sur ce bouclier. Et c'est un bouclier qui doit tourner. Alors pour le faire tourner, il faut déjà travailler sur chaque chakra. Et bon, ça c'est encore un autre stage. Travailler sur les chakras, c'est un autre stage. Je ne peux pas vous le faire là parce que ça dure 2 jours. C'est un peu long. Mais bon, c'est important. De toute façon, vous venez tous d'horizons divers et variés. Les chakras, vous savez ce que c'est. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un chakra? Personne. Donc voilà, je suis rassuré. Donc tout le monde sait ce que c'est que les chakras. Vous avez tous vos manières de travailler les chakras. Gardez-les, elles sont bonnes. Puisqu'elles ont fonctionné jusqu'à présent, il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent pas. Mais sachez que chez nous, on utilise donc les 3 premiers chakras pour faire ce bouclier de force qui va tourner et qui va vous protéger. Le deuxième bouclier, c'est le bouclier du cœur, le bouclier d'amour. Donc il va reprendre le 3e chakra, le 4e chakra et le 5e chakra. Et lui, il va tourner en sens inverse du bouclier de force. C'est-à-dire que pour les hommes, il va tourner en solaire et pour les femmes, en lunaire. Le bouclier du cœur, c'est le bouclier d'amour inconditionnel. C'est le bouclier qui va vous permettre l'ouverture du cœur. Il va être entraîné par la force pour pouvoir se développer et aboutir vraiment à une profusion d'amour que vous allez pouvoir donner et recevoir. Donc utilisez ce bouclier d'amour en vous appuyant sur le bouclier de la force. Le dernier bouclier, c'est le bouclier de la conscience, donc le bouclier de la sagesse. Donc on en revient au tribane, force, amour, sagesse. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments. On les appelle un peu différemment, mais on retrouve toujours les mêmes éléments. Donc ça reprend le 5e chakra, 6e chakra, 7e chakra. Et lui, il retourne dans le même sens que le premier bouclier, donc le bouclier de force. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est côté lunaire, pour la femme, côté solaire. Ce qui fait qu'en fin de compte, les boucliers, ça fait ça dans le fonctionnement. Voilà. Et ça tourne, et ça s'harmonise. Et quand ces 3 boucliers sont activés, eh ben, il n'y a rien qui peut vous atteindre, vous êtes complètement protégé. Et
peut rien vous arriver de mal. Le bouclier de force est lié au monde d'Abred. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 mondes. Donc le bouclier de force est lié au monde d'Abred. Le bouclier du cœur est né au monde de Kegant. Et le bouclier de sagesse est lié à Gwynwed. Alors, Gwynwed, c'est le monde blanc. Kegant, c'est le monde visible. Et Abred, c'est le monde invisible. Ou l'inverse, je ne sais plus. C'est pas grave. Enfin, c'est un des deux, quoi. Pourquoi utiliser ces boucliers? Parce que ça va vous permettre de vous sortir de toutes les situations. Et là, maintenant, je vais vous enseigner quelque chose. Donc là, c'est un peu la partie un peu atelier. Je vais vous faire bosser. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moi qui bosse. Hein. Donc, je vais vous enseigner ce que nous, on appelle les 4 règles de vie de la tradition ancestrale celtique. Donc, la première de ces 4 règles, c'est quelque chose de vraiment très simple, et hyper simple. Ça s'appelle mettre l'énergie dans les talons. Mettre l'énergie dans les talons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut retrouver son centre de gravité et faire descendre les énergies dans les talons. Alors quand... Tu connais? Non. Non, d'accord. Non, parce que vous pourriez connaître, hein, ces règles. Donc il faut prendre une position un peu stable et ensuite faire descendre l'énergie dans les talons. Donc mentalement, vous visualisez l'énergie qui descend dans les talons. Et pour vous entraîner à garder cette présence constante, alors les talons, ce n'est pas les pieds, c'est les talons. Dans le monde moderne, tout le monde marche sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce qu'on est toujours pressé, on va aller de l'avant. Mais quand on est sur la pointe des pieds, qu'est-ce qui se passe? On va de l'avant, on va plus vite. Mettre l'énergie dans les talons, c'est retrouver sa stabilité, retrouver son centre de gravité. Alors au début, vous pouvez le faire consciemment, même si vous avez l'air un peu ridicule, mais apprenez à marcher dans les talons. Je suis dans les talons. Après, ça se fait plus naturellement et ça se voit même pas. Mais au début, n'ayez pas peur d'accentuer le geste. Alors il y a un petit mouvement de yoga, enfin, que moi j'ai appelé yoga. Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, mais bon, c'est comme ça que moi il m'a été transmis. Donc vous allez vous lever, vous allez le faire avec moi. Mettre l'énergie dans les talons. Alors ouais, tu ne te mets pas devant la caméra, s'il te plaît. Merci. Donc, les genoux déverrouillés, les mains en dehors des poches, vous allez en avoir besoin. Hein? C'est une forme de tai chi. Et donc là, vous ramenez à l'inspiration les mains vers le haut. Et à l'expiration, et là vous attrapez vos énergies, et à l'expiration, vous faites descendre dans les talons. Vous faites ça 3 fois. On va le faire encore 2 autres fois. Et encore une 3e fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent leur centre de gravité qui a descendu? Okay. Donc vous avez acquis une stabilité. Cette petite gestuelle, faites-la tous les matins. Vous verrez l'enchaînement des 4, ça dure 5 minutes. Donc c'est hyper rapide à faire. Mais si vous prenez l'habitude de le faire tous les jours, vous allez voir que ça va changer complètement votre vie. Après, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Mais bien sûr, quand vous êtes chez Carrefour avec votre caddie, vous n'allez pas commencer à faire. Parce que là, les gens, docteur,
venez vite, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien là. Mais quand vous êtes chez vous, faites-le. Par contre, quand vous en avez besoin dans la vie, faites-le mentalement. Donc imaginez, voilà, vous débloquez les genoux, voilà, puis vous poussez votre caddie, là, et puis vous descendez l'énergie. Mais cette petite gestuelle va vous aider à concrétiser ça. C'est important d'avoir des rituels dans la vie, parce que ça nous donne des bonnes habitudes. Le deuxième enseignement, c'est respirer avec le cœur. Respirer avec le cœur, c'est nourrir ses corps subtils avec une énergie d'amour. Donc, vous allez... Tout le monde sait que vous avez des corps subtils. Rassurez-moi. D'accord, ok. Qui est capable de sentir ces corps subtils? On va faire un petit jeu, là. En essayant de ne pas passer devant la caméra, s'il vous plaît. Mettez-vous par deux. Mettez-vous par deux. Face à face. Est-ce que c'est est-ce que tout le monde a Qui est tout seul? Non? Bah bien. Bien avec moi. Donc vous allez commencer, chacun à votre tour, à essayer de sentir où est le corps subtil de l'autre personne. Pour ce faire, il suffit de s'éloigner un peu et de se rapprocher en tenant les mains. Pas toi. Là pour l'instant, tu as les mains le bras le long du corps. Et moi j'approche, je vais sentir tes corps subtils. Voilà, oui, il est là. Il y en a un autre. Là, il y a l'idée. Faites-le, vous allez sentir. Alors, ou un. Attends, pousse-toi un peu. Parce que là, tu es pile dans la caméra, excuse-moi. Vous allez sentir quelque chose dans vos mains. Un peu de chaud, un peu de froid, un frémissement, un fourmillement, quelque chose. Et à ce moment-là, vous êtes sur un décor subtil. Alors, on a plusieurs décors subtils. Je ne vais pas vous demander de tous les faire, parce que sinon, il faudrait se reculer beaucoup plus. Mais voilà, vous vous mettez là à 2 mètres, et puis vous commencez à chercher les décors subtils. Ouais. D'accord. Ok, donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'enseignement numéro 2, donc c'est respirer avec le cœur. Comment est-ce qu'on respire avec le cœur? Eh bien, on arrête de respirer par la bouche, on ouvre son cœur et on respire. Non, c'est pas crédible. Non, et on devient bleu, c'est qu'on a tout raté. Ok. Respirer avec le cœur, c'est quelque chose qui se fait mentalement. Et en même temps que vous inspirez, donc respiration normale, vous ne devenez pas tout bleu quand même, hein, restez normal. Donc au moment où vous inspirez, visualisez que votre cœur s'ouvre et qu'il inspire aussi. Et expirez, quand vous expirez réellement, sentez tout l'amour qui est en vous, qui va aller nourrir tous vos corps subtils. C'est de la visualisation. À l'inspire, vous vous remplissez d'amour, donc le cœur aspire plein d'amour, et à l'expire, vous envoyez cet amour dans tous vos corps subtils, et vous nourrissez comme ça vos corps subtils. Vous visualisez bien? Il y a un petit exercice qui va avec pour le faire comme on a fait le premier exercice. Donc je vous le fais. Donc, on déverrouille les genoux, on part du cœur.
On ouvre et on nourrit tous ces corps subtils. Ok, levez-vous et faites-le 3 fois. On déverrouille les genoux, ça c'est important. Sinon vous bloquez tout. Les mains au niveau du cœur. On ouvre. Et on nourrit ces corps subtils à l'expire. Et on redescend à la terre. Je ne l'ai pas dit la première fois. On redescend toujours à la terre. Pourquoi est-ce qu'on redescend toujours à la terre? Parce que sinon, si vous nourrissez tous vos corps subtils, vous allez être submergé d'amour et ça risque d'être trop pour vous. En ramenant à la terre, ça permet d'évacuer tout ce qui ne sert pas. Éviter les overdoses. Une troisième fois. Maintenant que vous avez fait cet exercice, remettez-vous par deux et ressentez le corps subtil de l'autre. Vous allez me dire si vous sentez une différence. Alors, qui a senti une différence? Ouais. Quelle différence? Ouais. Ouais. Oui, plus haut. Plus haut, ouais, d'accord. Plus dense. Voilà, plus bas. Tu as plus près? Le troisième chakra. D'accord. Dans les corps subtils, c'est quelque chose qui englobe complètement le corps. C'est ça. Donc, Pour le situer. ouais, d'accord. Et de plus loin. Plus loin. Il a pris de l'expansion. Le corps subtil dont on nourrit avec de l'amour, il prend de l'expansion. Donc ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, c'est devenir transparent, devenir invisible. Ça veut dire rentrer ces corps subtils à l'intérieur du corps physique. Vous avez déjà vu dans un bureau, qui travaille dans un bureau? D'accord. Dans un boulot où vous avez des collègues. Oui. Vous n'avez pas des collègues dans votre métier de retraité, vous? Vous avez déjà remarqué, il y a des gens, quand ils arrivent le lundi matin, alors imaginez, lui, il a passé un week-end extraordinaire, il a fait un week-end chamanique, il a nourri ses corps subtils pendant tout un week-end, il arrive, il est dégueulant d'amour, il a envie d'aimer la terre entière. Et il rentre dans le bureau, qu'est-ce qu'il provoque comme réaction? Réaction de rejet. Ça dépend des collègues. Oui, ça dépend des collègues. C'est Oui, ça dépend des collègues. Mais souvent, c'est ça. Il y a une réaction parce que les gens, ils n'ont rien demandé. Le pauvre gars, lui, il a passé un mauvais week-end. Il s'est engueulé avec sa femme. Il y a sa belle-mère qui a débarqué. C'est la totale. Et l'autre, il arrive le lundi matin, dégueulant d'amour, et il s'en prend plein la tête. Eh ben merde alors, faut pas déconner quand même. Alors, pour éviter ce genre de problème, il faut apprendre à rentrer vos corps subtils. Si vous rentrez vos corps subtils à l'intérieur de vos corps physiques, vous allez devenir transparent. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous voir. Ça a plein d'autres applications. Quand les corps subtils sont rentrés, quand vous passez sous des câbles à haute tension, eh ben vous n'êtes pas touché. Ou beaucoup moins touché. Et si c'est des câbles à très 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 haute tension, couvrez-vous le sommet du chakra coronal et vous allez passer tranquillement. Mais sinon, les fils à haute tension normaux, vous rentrez vos corps subtils et vous passez tranquillement et après vous
Vous êtes en voiture, n'importe où. Hein. Vous allez au supermarché, il y a beaucoup de monde, Carrefour, Leclerc, Auchan, c'est génial. Si vous arrivez avec vos corps subtils expandus, vous allez vous bouffer toutes les merdes de tout le monde. On ressort fatigué. C'est pas agréable. Hein. Donc, avant de rentrer, vous prenez votre caddie, vous visualisez vos corps subtils à l'intérieur, vous allumez l'aspirateur à corps subtil, c'est rentré à l'intérieur, vous allez faire vos courses pépères, puis quand vous sortez, vous appuyez sur le bouton inverse, pouf, ça y est, c'est parti, vous êtes tranquille. Alors, rentrez ces corps subtils, visualisez-le. Imaginez vos corps subtils et à l'inspire, rentrez-les à l'intérieur de vous. Prenez une grande inspiration et vous visualisez que vous rentrez vos corps subtils à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de devenir invisible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont même pas vous remarquer. Il y a des gens qui ne vont pas vous remarquer. Est-ce que ça marche dans le gendarme? Eh bien écoute, ça m'est déjà arrivé. J'ai pas 100% de réussite avec les flics, mais ça m'est déjà arrivé. Essayez, vous verrez. Ça. Faire disparaître ta voiture. Non, parce que tu es dedans. Donc quand tu visualises que tu rentres tes corps subtils, la voiture est déserte. Le mec il passe, il ne s'occupe même pas de toi. Ça par contre ça marche, je l'ai fait. Ça a plein d'applications après. Hein. Mais déjà, rien que sur votre plan spirituel, le fait de savoir rentrer ces corps subtils, ça vous évite de choper tout un tas de merde. Et donc je reprends l'exemple de quand vous allez faire vos courses. Carrefour, un samedi, à 11h30, c'est un vrai bonheur, une véritable extase. C'est noir de monde, il y a une queue de 2 plombes, c'est vraiment l'horreur. Faites ça avant d'aller faire vos courses, vous allez voir, vous allez ressortir, il n'y a rien qui vous aura gêné. Ou aller chez ton médecin, c'est pareil, c'est la queue à l'hôpital, Ouais. les gens malades. Ouais. Pas agréable. Ouais, vas-y. Est-ce que ça se fait aussi pendant une semaine, par exemple? Pendant Est-ce qu'on peut le faire aussi pendant une semaine, rentrer ses corps subtils? Pendant une semaine. Oui. Par exemple, quand on est dans un pays qui est plein stressé. Bah, ça veut dire que tu es conscient pendant une semaine, c'est-à-dire que tu vas pas dormir, quoi. Ah oui. C'est bien, c'est courageux. Donc, ça C'est se fait. courageux. Tu as besoin d'être conscient quand même pour rentrer tes corps subtils. Parce que dès que tu relâches la tension, pouf, ils ressortent. Ah, ok. C'est comme un ressort. Si tu retires la pression, pouf, ça se déploie. Donc non, pendant une semaine, il ne faut pas rêver. Mais tu peux le faire au maximum. Mais c'est fatigant. Hein. C'est fatigant d'être toujours avec le corps subtil à l'intérieur. Parce qu'on n'est pas fait pour. Hein. On n'est pas fait pour. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense que c'est la rétractation. Ouais. S'il y a des gens qui vivent ça, leurs corps subtils sont rétractés. Il y a des gens solaires et puis il y a des gens très... Alors oui, mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas des gens qui ont rentré leur corps subtil, c'est des gens qui ne savent pas le sortir. C'est pas la même chose. Ouais. Et c'est des gens souvent qu'on ne remarque pas d'ailleurs. Oui, mais l'expression être invisible n'est pas anodine, c'est vraiment ça. On ne les voit pas. Il y a des gens, vous travaillez dans un bureau, il y a 30 personnes dans ce bureau, et à la fin de la journée, dans la conversation, on entend, on n'a pas vu Bertrand aujourd'hui. Attends, Bertrand il était dans le bureau à côté, hein. Juste là. Personne ne l'a remarqué dans la journée. Personne. Pourtant, il était là tout le temps. Il y a des gens qui passent inaperçus, qui sont inexistants. C'est des gens qui ont leur corps subtil rentré. Mais là, c'est pas parce qu'ils l'ont décidé. C'est parce qu'ils ne savent pas l'ouvrir et le sortir, au contraire. Donc c'est un autre phénomène. Mais ça a le même principe, ça fonctionne. Alors comment est-ce qu'on va visualiser donc cet exercice? Donc toujours pareil, on est debout, les genoux déverrouillés, toujours. Et devenir transparent, c'est donc rentrer ces corps subtils. Donc à l'inspire, on va chercher ces corps subtils. Donc là, tout à l'heure, c'était pour descendre l'énergie dans les talons. On était comme ça pour attraper l'énergie. Là, on arrive, on est comme ça. Dos contre dos. Et là, on va attraper ces corps subtils
tous ces corps subtils et on va les rentrer à l'intérieur de soi, par le cœur. Ensuite, on ramène toujours dans les talons. Pourquoi est-ce que c'est important de les ramener dans les talons? Parce que si vous ramenez vos corps subtils, c'est comme si vous mettiez votre viande dans un costume trop petit. Clac, 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 clac. C'est-à-dire que vous avez pris le costume de votre fils. Bon, vous allez être un peu à l'étroit à l'intérieur. Là, c'est pareil. Donc, en ramenant les talons, eh ben, ça va vous permettre d'être à l'aise avec tous vos corps subtils et de dégager ce qui gêne. Et 3 fois toujours. Toujours par 3. Chez nous, tout marche par 3. Donc, on va le faire. Vous levez. Pardon? Pas pour la sortir. Le sortir, c'est nourrir avec le cœur. Quand tu nourris, peut-être tu as vu tout à l'heure, on a fait l'expérience, quand tu nourris avec le cœur, tu as des corps subtils qui prennent du volume. Donc quand tu vas nourrir tes corps subtils, tu prends du volume. Et là, c'est l'inverse. Donc, on va chercher les corps subtils. Et à l'expire, on les ramène à l'intérieur du corps et on baisse l'énergie dans les talons. Il est tout seul. Voilà, moi je ne vous vois plus, je suis tout seul dans la salle. Oh, c'est pas drôle de parler tout seul. Une dernière fois. Ok. La dernière. C'est pas l'expérience. On a fait des. On a fait que 2? Ah, pardon, excusez-moi. Moi, t'as fait 3 parce qu'on a... Ah bah oui, voilà. Alors allez-y, faites la troisième. Ok. Et la dernière règle, c'est se nourrir d'énergie légère. Les énergies qui sont autour de nous, il y a de tout. Il y a des énergies lourdes et des énergies légères. Filtrez-les. C'est-à-dire qu'avec votre conscience, désirez vous nourrir d'énergie légère. De nourrir vos corps subtils avec des énergies légères. C'est vraiment de la visualisation. Et le petit yoga, le petit tai chi qu'on va utiliser pour ça, c'est on met les mains sur le cœur, on monte et on redescend vers le cœur, on tourne et on ramène dans les talons. Allez, trois fois. Position de la prière. À l'inspire, on monte. À l'expire, on redescend vers le cœur. Arrivé au niveau du cœur, on bascule et on descend dans les talons. Une fois. Ok, merci. Je vais vous rasseoir. L'air, c'est bien. C'est bien la clim. Ok, donc là, on a vu les 4 règles de vie de la sagesse ancestrale des Celtes. Le dernier point sur lequel on va travailler, que vous allez aussi travailler, c'est la question des émotions.
Alors, les émotions. Les émotions, ce sont des choses que les gens ne savent pas gérer. Il faut les exorciser, ces émotions. D'ailleurs, on parle d'exorcisme. Il y a plusieurs manières d'exorciser, mais la bonne manière, c'est de passer par le corps. Donc, il ne faut pas avoir peur de crier, mon sang! Voilà. Exprimé par le corps. Une des émotions qu'on va rencontrer énormément, c'est la tristesse. La tristesse. Alors les gens sont tristes. Et quand ils sont tristes, ils pleurent. Alors, moi, ce que je vous parle, quand je parle de pleurer, je ne vous parle pas du petit pleur discret et bien élevé, un petit mouchoir, où on essuie sa petite larme. Il y a des pays où ils ont ce qu'on appelle des pleureuses. Tout le monde a déjà entendu parler des pleureuses. Et puis il y a des pays où ils n'ont même pas besoin de pleureuses. Et quand ils pleurent, ben, ils pleurent. Et c'est pas... C'est... Ah mon Dieu! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est monstrueux! Il est parti! Et ils vont chercher au ciel cette émotion, et il la ramène vers la terre. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai un peu mal au genou, mais il ne faut pas avoir peur de se prosterner et de taper le sol. Et quand vous les voyez, ces gens-là, dans des pays comme Madagascar, comme dans les pays du Maghreb, en Afrique, vous voyez déjà, vous voyez dans la rue des gens qui sont là. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, il est parti, il m'a quitté. Et ils expriment, ils le lâchent. Et les gens qui sont, vous faites ça à Paris, tout de suite, allô, le 17, venez vite, il y a un gars, il a pété un plomb, faut venir le chercher. Vous voyez, dans ces pays-là, les gens, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a perdu son chien, il a perdu sa femme. Ah oui, ah bah je comprends, alors bah, c'est normal. Et puis il y en a même qui vont l'accompagner et ils vont pleurer avec lui parce que ça fait du bien aussi pour exprimer les choses, bon sang. Il faut vous libérer comme ça. Et ça passe par le corps. Donc pas de discrétion, on s'en fout. Donc ça c'est la tristesse. La peur. Comment les gens pleurent? La peur respectable. J'ai peur. Qu'est-ce que vous faites là quand vous faites ça? Vous inspirez de la peur. C'est bien inspirer de la peur. Et après vous en faites quoi? Ben, elle est là. Elle est là. Vous la gardez là. Il faut la rejeter cette peur. Il faut la rejeter. L'image la plus appropriée pour rejeter la peur, c'est le chat qui a mis sa patte dans une prise électrique. Vous avez déjà vu ça dans les dessins animés? Le chat qui met les doigts dans la prise électrique. Il bouge dans tous les sens, il y a tout qui bouge là-dedans. Et c'est une manière de rejeter sa peur. Donc, ok, quand vous avez peur, la peur rentre en vous, et après, tout de suite, vous réagissez, vous relâchez votre peur. Vous allez voir, la peur, ça fait rien du tout. Vous allez essayer de faire le chat. Allez, debout. Non, ne mettez pas les doigts dans la prise. Faites comme si. Faites comme si. Alors, je vais vous faire peur. Alors, imaginez que ça marche. Ayez peur. Et après, relâchez cette peur. Exprimez-la, cette peur. Comment ça sent? Hein? Ça sent bien, non? La dernière, c'est la colère. La colère. Comment vous rasseoir? La colère.
La colère, c'est quelque chose d'extraordinaire. La colère, c'est le monstre qui est en vous. La colère, dans notre esprit occidental, nous amène forcément à la violence. Quelqu'un qui se met en colère, la seule manière qu'il a de décharger sa colère, c'est de la décharger sur quelqu'un. Alors c'est aussi une manière de faire, hein, ça fait du bien aussi. Hein. Et donc l'autre qui est en face de vous, vous démolissez la tronche, et après vous vous sentez bien. Maintenant si vous devez passer 30 ans en cabane, parce que vous l'avez agressé et qu'il est parti à l'hosto, c'était peut-être pas si rentable que ça. Il y a peut-être une autre manière de faire. Donc vous n'avez pas besoin de lui taper dessus. Exprimez votre colère tout seul, comme un grand. Et en chamanisme, on a un animal qu'on utilise justement pour la colère, c'est le tigre. Vous avez déjà vu dans des films les tigres qui sont en train de se déchaîner sur un arbre. Et ça donne ça. Et là, vous exprimez votre colère. Quand vous avez fini, c'est l'extase. On se sent bien. C'est un peu comme le caille dans les arts martiaux. Hein. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est basé sur les mêmes, Il faut faire sortir. choses. Ouais, tout à fait. Vous êtes prêts à faire le tigre? Ah oui. Je vous apporte les éléments. On y va? Voilà, griffez pas l'autre, hein, c'est pas la peine. Allez, on est parti. Avec ce grand mouvement d'ouverture et d'extase, comment on se sent? C'est bien, non? Ça relâche. On vit dans une société où montrer ses émotions, c'est ne pas bien élevé. Donc, exprimer sa tristesse, ça se fait pas. Exprimer sa colère, ça se fait pas. Exprimer sa peur, qui parmi vous, messieurs, avez entendu, je ne parle pas de vous, mesdames, mais vous, messieurs, avez entendu un homme, ça n'a pas peur. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça pleure pas, bon sang. Sois un homme. Bon, ça va. Alors, pour vous, mesdames, je ne peux pas dire, j'ai pas l'expérience, mais vous avez certainement des choses similaires à ce que nous, on a subi avec un homme, ça pleure pas. Un homme, ça n'a pas peur. Une femme, c'est une pisseuse. Oui, mais ça, c'est les hommes qui disent ça. Oh, les femmes entre là aussi. Ah bon, nous aussi, on doit. Faire comme une pisseuse. D'accord. Il faut arrêter avec ces stéréotypes. Il ne faut pas avoir peur de lâcher les choses. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans la forêt ou dans la montagne simplement pour crier? Ça fait du bien, non? Ça fait un bien fou. On a besoin d'exprimer tout ça. Et quand vous faites ça, vous faites du chamanisme. Taper son oreiller en pleurant. Non, parce que ça, c'est violent. Ah, il faut taper le... Griffer l'arbre, comme on vient de le faire là, c'est pas violent parce qu'il n'est pas là. Ah, Mais le pauvre oreiller, lui, n'a rien fait, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, il voulait passer une nuit peinard. Dans sa tête d'oreiller, des tas de têtes posées dessus. Peut-être même ton bras glissé amoureusement dessous de lui. Mais c'est tout ce qu'il demandait. Donc, pourquoi tu veux le taper? Il n'a rien fait. Donc c'est la visualisation, d'accord. Voilà. Ok, bah je crois que là on a fait un tour des émotions. Et quand vous faites ça, vous faites du chamanisme.
Là, avec le tigre, on est en plein chamanisme, puisque nous, on utilise les animaux totems. Les animaux totems, ce sont des animaux référents à qui on va demander de l'aide, et pour pouvoir acquérir cette aide, on va s'identifier à ces animaux. Et là, avec le tigre, c'est ce qu'on fait. Même si ce n'est pas votre animal totem, on peut l'utiliser quand même, et ça fait un bien fou. Donc il faut exprimer ses émotions, et pas les garder à l'intérieur de soi. Il n'y a rien de pire que de garder ses émotions à l'intérieur de soi. Il faut savoir les exprimer. Il ne faut pas avoir peur de les exprimer. Et si vous voyez quelqu'un qui éclate en sanglots dans la rue, allez pleurer avec lui. Vous allez voir, les gens vont vous regarder, c'est très drôle. Voilà, je crois que là on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez des questions, vous avez été quand même pas très... Enfin, vous n'en avez pas posé, donc vous en avez peut-être maintenant à poser, donc allez-y, si vous avez des questions à poser. Qu'est-ce que c'est le bâton derrière vous? Ça là, oui. Ça c'est mon bâton de sorcier quand je veux voyager d'un point à un autre. Non, ça c'est mon bâton de cérémonie que j'utilise dans les cérémonies ou chamans ou druidiques, qui ne sont pas les mêmes cérémonies exactement. Et donc c'est mon bâton de pouvoir. Voilà. Si je me projette avec mon bâton vers vous, je vais vous transformer en citrouille. Donc c'est un bâton magique. C'est le bâton qui me sert aussi à appeler les esprits quand je fais mes rituels. C'est un outil de transmission pour appeler les énergies cosmiques et telluriques. Les deux. Donc chacun a son propre... Enfin, c'est toi qui l'as fabriqué, je suppose. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est un ami D'accord. sculpteur. Moi, je ne suis pas sculpteur et je ne suis pas manuel. C'est un ami qui l'a fabriqué pour moi. Il a mis 1 an pour me le faire. Il a pris son temps. Mais voilà, il l'a sculpté, il l'a gravé, il a mis des runes dessus, il l'a décoré en pensant à moi. En Et pensant à toi. Tu n'avais pas dit je voudrais que ça. non, je lui ai fait confiance, je lui ai dit libre. Même la pierre au-dessus. Je lui ai donné plusieurs pierres, c'est moi qui lui ai fourni les pierres. D'accord. Je lui ai donné plusieurs pierres, je lui ai donné une 30aine de pierres. Et en fin de compte, je me retrouve avec 2 pierres, c'est celle-là et celle-là. D'accord. Voilà. Mais je m'en fous, parce que c'était, voilà. Ça, c'est les pierres qui me vont bien. Fais ta vie avec. Donc, un chaman, c'est mieux quand il fait ses outils lui-même. Maintenant, moi, j'avais envie, j'ai eu, jusqu'à présent, tous les bâtons de chaman que j'ai eus, c'est moi qui les ai faits. Mais bon, c'était des bâtons sur lesquels j'approchais une plume, parce que moi, je suis incapable de sculpter rien là-dessus, c'est moche. Et ben, alors là, j'avais envie d'un bâton beau, et voilà, il avait envie de me faire un cadeau, il avait envie de me faire plaisir. Donc, Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à Vas-y. l'heure par rapport à le chamanisme. Tu as dit, moi, je veux faire du chamanisme avec ma propre culture. Oui. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui était venu ici, Marie Girard, qui, elle, fait des rencontres avec des chamans régulièrement à Plazac. Je ne sais pas si tu l'as rencontré. non. Et Marie avait fait venir, c'était des chamans qui venaient, Nathalie venait de Mongolie. Mongolie. Oui. Et ces chamans, je ne pense pas que c'était la première fois qu'ils venaient, mais ils lui ont dit, et elle nous l'a dit le jour de sa conférence ici, qu'eux ils sentaient qu'ici il y avait des énergies très fortes en Dordogne et Ouais. qu'il fallait qu'il était préférable de faire avec nos propres méthodes à nous, qu'il ne fallait pas Exactement. copier Exactement. leur façon à eux, parce que Exactement. nous on avait chacun en nous, comme tu vois, ça rejoint exactement ce que j'ai dit. Alors voilà, en tant que périculteur, on devrait faire nos cérémonies, entre guillemets, à notre façon. Et Donc c'est c'est ce qu'elle celtique. essaye de faire, moi, Nathalie. Donc qui c'est m'a- celtique, parce que toute la France, Oui, c'est c'est ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, moi quand j'ai démarré le chamanisme, je voulais que ça soit à travers ma culture. Maintenant, aujourd'hui, je fais des cérémonies avec des amis amérindiens, Oui, avec des amis qui viennent du Pérou, avec des amis qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie. Ça ne pose aucun problème. Et on mélange nos cultures et c'est génial. oui. Dernièrement, j'ai fait une hutte de sudation avec quelqu'un qui est dans la tradition Dakota. Et moi, je suis arrivé avec mes énergies celtiques et on a mélangé nos 2 cultures pour faire ce week-end chamanique ensemble. On a mélangé les 2 savoirs.
C'était génial. Et ça se passe très très bien. À Fond-Lac, il y a 3 ans, là, il y a eu cette grande rencontre chamanique, il y avait des chamans du monde entier. Ouais, ouais. Et ça s'est très bien passé. Alors, il y avait des chamans celtiques, je sais pas comment ils s'appellent dans maître chamanique. Daquet. Patrick Patrick. Patrick Daquet. Patrick, Daquet, là, avec d'accord. tout un tas de personnes, ça Ah ouais. bon. Et puis il y avait les chamans amérindiens, les Ouais, ouais. il y en a, je sais pas comment. C'était Ouais, ouais. formidable, quoi. Chacun Ouais, ouais. avait fait, voilà, apporté sa. Et quand vous faites une cérémonie, vous savez précisément ce que vous allez faire à chaque fois? Alors, j'ai pas compris la question. Là. Quand vous faites une cérémonie, Oui. vous savez à l'avance ce que vous allez faire? Plus ou moins. C'est-à-dire que je connais la structure de la cérémonie. Par contre, ce qui va descendre, j'en sais rien. Moi, je vais appeler le dieu Bélène, et si jamais c'est Cernunnos qui vient, je ne suis pas responsable. J'en sais rien. Mais moi, j'ai appelé Bélène. Donc, j'ai fait la prière à Bélène, et puis bon, c'est Cernunnos qui passait dans le coin. Ben, on fait avec, hein. On s'adapte. Donc oui, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce qui vient. Donc il peut y avoir des modifications même dans le rituel. Le rituel par lui-même ne change pas. Enfin, chez les druides, chez les chamans, il n'y a pas vraiment de rituel. Il y a un canevas dans lequel on tourne, dans lequel on œuvre, mais à l'intérieur, c'est libre. C'est vraiment très très libre. En druidisme, les rituels sont plus rigoureux. Donc il y a vraiment des rituels avec des prières qui sont construites, qui sont dites, qui sont toujours les mêmes. Maintenant, la réponse à nos prières, on ne les maîtrise pas. C'est pas nous qui faisons la cosmogonie. Hein. Mais le rituel, lui, par contre, il est rigoureusement toujours le même. Le rituel de Beltane, c'est le rituel de Beltane. Le rituel de Samain, c'est le premier jour de l'année celtique. C'est le 1er novembre. C'est la veille, c'est le lendemain plutôt, de ce que les Américains nous ont piqué, qui s'appelle Halloween. Parce que Halloween, ça ne vient pas des États-Unis, hein, ça vient de chez nous, c'est une fête de chez nous, qu'ils ont récupérée, qu'ils ont transformée en fête rigolote de monstres et de sorcières, commerciale, mais à l'origine, ça vient de chez nous. Et c'est l'ouverture du Shid. Le Shid, c'est le monde d'en bas, où les morts vont venir communiquer avec nous. Voilà. Et le lendemain, c'est Samhain, où on va matérialiser dans la cérémonie l'ouverture du Shid, en faisant un petit trou pour laisser passer les esprits. Mais ça vient de chez nous. C'est les Américains qui nous l'ont piqué, et qui nous l'ont renvoyé avec les bonbons, les guirlandes, les machins, mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Mais c'est vrai que c'est aussi une fête de la magie. Halloween, c'est une fête de la magie, parce que c'est ça qu'on sacre. C'est la magie. Mais eux, ils ont transformé ça en carnaval. C'est drôle, les gamins sont habillés en monstres. Alors chez nous, ça ne veut pas de monstres. Hein. Nous, c'est des sorcières, des machins, des bidules, mais il n'y a pas de monstres. Ça, c'est complètement américain. Et voilà, ils vont sonner aux portes, déguisés en monstres, et puis donne-nous des bonbons, sinon on te dévore, ou je ne sais pas ce qu'ils racontent, parce que moi je ne parle pas anglais, et c'est grosso modo ça. Mais ça n'arrive à rien, c'est purement business, purement commercial. Et ils ont essayé de nous le refourguer. Mais il y a des défenses, parce que nous, on ne se laisse pas faire. Parce que c'est à nous. Le monde druidique a commencé au moment, enfin, ce que j'ai vu il y a longtemps, c'était la période avant les Romains. Ah oui, Ils étaient bien avant les Romains. Et ils ont été déplacés, enfin chassés en Les Romains nous ont chassés, après les chrétiens nous ont chassés. Ce qui fait que maintenant on dit toujours les druides c'est plutôt l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne, parce que c'était vraiment poussé. Non, les druides c'était toute l'Europe. Oui, non, au départ, mais après ils ont été un peu chassés. C'est concentré. Après, le druidisme est censé avoir disparu. Ah, carrément. Mais, comme on est des petits malins, on a été se planquer, et il y a énormément de monastères bénédictins et capucins qui ont recueilli des couvents entiers de druides, qui sont devenus moines, et qui étaient moines le jour et druides la nuit. Mais c'est aussi grâce à ça que certains ont commencé à écrire, parce que dans la tradition druidique, c'est oral. tout est oral.
c'est de l'enseignement oral. Donc effectivement, on n'a pas de trace écrite de l'ancien temps, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Et c'est grâce aux druides qui se sont planqués chez les moines qu'on a commencé à trouver des écrits sur le druidisme. Parce qu'ils ont essayé de coucher pour sauver nos connaissances. Les écrits qu'il y avait, c'était remporté par des Romains ou je sais pas quoi, donc c'était peut-être pas... Remporté par les... Donc c'était pas... L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Elle est vue par... d'une certaine Hein? façon. Elle n'est pas forcément juste. Elle est écrite par les vainqueurs. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, l'origine du druidisme, ça remonte à quelle époque en fait? On n'en sait rien, puisqu'il n'y avait pas d'écrit, mais c'est bien avant les Romains. Bien avant les Romains. Et en France, alors on parle souvent de Brocéliande et tout ça. Il y a Ah. des points. Je sais que tu vas aller avoir un Brocéliande. Brocéliande. Alors, Des points- Brocéliande, si ça vous intéresse, alors, il n'y a plus beaucoup de jours, parce qu'on est aujourd'hui 1er juin. le 1er juin, et Brocéliande, le stage c'est le 22, 23, 24 juin. Donc c'est vraiment demain. Mais si ça vous intéresse de venir à Brocéliande avec moi, il y a encore des places, donc il y a des bulletins d'inscription qui sont là. Il reste encore 8 ou 9 places, je ne sais plus. Donc si ça vous intéresse, Je peux avoir la je t'en prie. Je t'en prie. Et du cœur. Je t'en prie. transmets là ça. Quelqu'un en veut? Oui, je t'en prie. Voilà. Bon, vous vous servez si vous en voulez. Hein. Avec Gilbert? Ouais. De Mont-Saint-Chalon. Ouais, c'est. Alors, On a traversé la baie avec lui. mon copain Silver, c'est un guide, le guide du un des guides du Mont-Saint-Michel, Il est très drôle. qui est aussi un conteur merveilleux. Il connaît Brocéliande aussi bien que moi. Et on ne connaît pas les mêmes histoires. Donc ça va être un week-end intéressant, je pense. Pas piqué. Hein, pas piquer des Mais habitants. ce que j'allais te dire, moi la dernière fois que je suis à Brocéliande, bon, quelqu'un est de ça, Mhm. j'étais déçue parce que je trouvais que c'était, bon, pas touristique parce qu'il y a pas tant de monde de ça, mais il manquait quelque chose. Alors je me demandais justement le fait que... Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec moi à Brocéliande? À Brocéliande, la première journée, déjà le premier soir, on va aller faire le vendredi soir, donc après manger, on va aller faire une balade de nuit en forêt. Et je vais vous emmener voir les fées. Déjà, pour commencer. Parce que des fées à Brocéliande, c'est pas ça qui manque. Il y en a plein. Il faut savoir aller les chercher et savoir les appeler. Donc, j'emmène les gens voir les fées. Tu les appelles? Ouais. Je parle fait couramment. Moi. Oui, mais est-ce qu'elles se montrent à tout le monde? Alors, Il y a deux. moi, ça va être là le 8e Brocéliande que j'anime. Si je fais des statistiques au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'à peu près 70% des personnes ont vu les faits. Il y a toujours des réfractaires qui ne voient rien et on ne peut rien faire pour eux. Mais dans l'ensemble, je te dis 70% des stagiaires ont vu les faits. Donc ça va, je ne suis pas mécontent. Mais quand tu dis voir, c'est voir avec les yeux ou c'est sentir la présence? Alors, c'est les deux. Les deux, mon général. Les deux. Il faut savoir que l'effet par elle-même n'existe pas en tant que fait tel qu'on se les représente. En fin de compte, ce sont des masses d'énergie. Et comme nous, on n'est pas capable de comprendre, on n'a pas un niveau de perception capable de comprendre ces masses d'énergie, on raccroche ces masses d'énergie à notre culture. Et donc on va créer l'image de la fée qu'on voit par rapport à nos consciences et à nos connaissances. Donc nous, on va voir les fées telles qu'on se les représente, avec les petites ailes, enfin bon, les fées classiques, ou la fée Clochette, ou la fée Morgane, ou enfin, les fées qu'on connaît, les elfes qu'on connaît, les lutins qu'on connaît, parce que c'est notre culture. Moi, j'ai emmené des amis chamans qui venaient d'ailleurs d'autres continents. Entre autres, j'ai ramené un ami d'Afrique que j'ai emmené voir les fées aussi. Et lui, il me racontait les fées qu'il voyait. C'était pas les mêmes que moi. Mais il les voyait aussi. Elle était là.
Donc moi je la voyais, je lui écrivais, et il dit oui, elle est là, je la vois, mais elle n'est pas comme tu dis, elle est comme ça. Parce que lui s'était rattaché à sa culture, donc à sa représentation à lui des faits. J'ai emmené un Amérindien, il n'a pas vu la même chose que nous, mais il la voyait. Donc c'est à chaque fois ramené à notre culture. Mais les faits sont là, elles existent. Ça répond à la question? Ouais, c'est la même manière, ouais. Et un pays comme l'Islande, je sais, il y a un ministère Un des pays comme l'Islande, il y a Oui. un ministère des êtres de la nature. Tout à fait, tout à fait. C'est On un- devrait avoir ça chez nous. Voilà, donc on n'a pas le droit de couper les arbres, on n'a pas le droit de faire ceci, c'est Voilà. pas faire, parce que Il y a un c'est autoroute qui passe en Islande, un projet d'autoroute qui passe en Islande, et on va arrêter le projet parce qu'il va passer sur une maison de fées ou une maison Mais de... ça, c'est développé depuis toujours. parce Mais que- ils ont toujours eu ça, parce qu'eux, ils y ont toujours cru. Ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai, ça marche. Nous, on n'y croit pas en France, donc on s'en fout, la route, elle doit passer là, elle doit passer là. Et après, on s'étonne qu'il y a des endroits où il y a toujours des accidents. C'est bizarre quand même. Personne ne s'est jamais posé la question. Pourquoi à cet endroit-là, c'est une ligne droite? Il n'y a pas un virage. Il n'y a pas une montée, il n'y a pas une descente. Et là, tous les ans, il y a des morts. Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? C'est une bonne question. Peut-être on est venu déranger quelque chose qu'on n'aurait pas dû déranger. Donc les Islandais, ils ne sont pas que cons. Voilà. D'autres questions? Les balais vous servent à faire le ménage. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'est des balais chamaniques, ça sert à faire le ménage. Alors comment est-ce que je fais le ménage? Tiens, viens, viens. Viens. Voilà. Les balais chamaniques, ça sert à faire le ménage. Voilà, ça, et puis ça, c'est... Alors à quoi ça sert? Vivifiant, ça. C'est vivifiant, mais à quoi ça sert? C'est pour nettoyer les ors. Ouais. Voilà. Nettoie les ors. Donc oui, on fait du ménage. On est femme de ménage, nous. Homme de le ménage. Je suis homme de le ménage. L'aile, l'aile, c'est quand on fait des fumigations. On utilise pour envoyer. Alors, j'ai pas fait de fumigation, je voulais te le demander. Ah, oui. J'ai pas pensé parce que je savais pas s'il y avait des détecteurs. Non, il n'y en a pas encore. Bon, voilà, j'aurais dû. D'habitude, je fais brûler de la sauge. Quand j'arrive, le premier truc que je fais, c'est brûler de la sauge. Et quand les gens arrivent, mais là, j'ai pas eu le temps parce que j'étais en train de tout préparer. Quand les gens arrivent, j'ai de la sauge dans un coquillage et je les nettoie à la sauge avant de les laisser s'asseoir. Je suis désolé que vous n'avez pas eu le droit à ça. Mais bon, je suis tout seul. Je suis tout seul. Exprimez vos émotions. Ok. D'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois. Tu fermes la séance avec... À juger vendu. Merci de votre présence. Merci Si vous voulez, vous avez des petits documents ici. Vous avez mes cartes de visite. Là, ici, vous avez les cartes de la chaîne TV sur laquelle vous verrez le film de la conférence. Là, vous avez les deux documents de fabrication de tambours et de cérémonie de tambour avec Louisa. Donc là, vous avez saucisse d'été, et là, c'est ma doc à moi, de ce que je fais, qui est plus explicite que sur ma carte de visite. Et là, si vous voulez des soins individuels, c'est ici qu'il faut vous inscrire. Et si vous voulez faire participer au cercle de tambour dimanche, c'est ici qu'on s'inscrit. Je vous remercie, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Grand merci à Gérard Mais avec pour sa grand plaisir. présence et puis tout ce qu'il nous a partagé ce soir, qui était passionnant. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui pourront continuer à partager ça avec toi d'ici les jours à venir. Avec grand plaisir. Il y a un petit livre d'or pour ceux qui veulent mettre quelques commentaires et je fais toujours après une copie pour l'intervenant parce que voilà, c'est toujours bien pour savoir pour tout le monde, hein, ça encourage à continuer. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Un grand merci à vous d'être venus ce soir et puis à bientôt j'espère. Voilà. Merci, au revoir.
c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.